Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Les spécialistes sur Pyramide FM, bienvenue. Ildefonse Akwaki, bonsoir. Bonsoir Noé et bonsoir à tous les auditeurs de Pyramide FM. Voilà, pour le moment, Jacques et Aliou ne sont pas encore entrés en studio. On espère les avoir très vite pour quand même bien agrémenter ce débat. Mais qu'à cela ne tienne, Ildefonse, le problème foncier au Togo est une réalité. Et cette semaine, on a constaté qu'on a franchi encore un pas. Un chef traditionnel, celui d'Agoué Assis, a été délogé de son palais avec tous ses effets. C'est vraiment inédit. Vous savez que ce qui me pose aujourd'hui problème repose essentiellement l'interrogation de ce que nous mettons dans gardien des us et coutumes. Parce que si on se rappelle que de plus en plus le problème qui gangrène la société togolaise aujourd'hui, c'est le problème du foncier, et que jusqu'à un moment donné, il s'avère que c'est des chefs traditionnels aussi qui subissent la furie de ces problèmes-là. Il y a péril dans la demeure. Parce que depuis bientôt 5 ans où le chef de l'État s'est lui-même prononcé sur ce problème crucial, je ne sais pas ce qui a été fait, puisque lui-même, il a mis les pieds dans les plats en parlant du problème foncier. Je note également que la présidente du HCROUN, dans l'une de ses sorties, a également parlé du problème du foncier. Mais si aujourd'hui on se rend compte que de simples citoyens sont victimes de ces genres de problèmes et qu'on n'en trouve pas les solutions et que c'est un gardien, fut-il des us et coutumes, qui en est victime jusqu'à ce qu'on sorte ses effets à la belle et lune, je crois que il faut essayer de tout revoir, de revoir toute la copie. Sinon, il y a péril à la demeure. Voilà, nous avons interrogé entre-temps par Jacques Pitakouti. Jacques, bonsoir et bienvenue. Merci Honoré, bonsoir aux auditeurs de Pyramide FM. Le problème foncier, on n'en finira jamais assez d'en parler. Vous avez vécu ces effets-là, vous avez vu ces effets dehors du chef traditionnel d'Agoué Assis. Qu'est-ce que cela vous a fait? Mais pourquoi vous vous plaignez pour son sort? Je ne vois pas pourquoi vous vous plaignez, parce que... On suppose que s'il y a un problème dans une localité, surtout foncier, le chef traditionnel étant considéré comme autochtone, peut servir d'intermédiaire, peut régler le problème. Si lui-même se retrouve dehors, ça veut dire que finalement tout le monde peut se retrouver dehors un jour. Oui, du moins ils ne veulent pas prendre leur ligne de démarcation par rapport à certaines situations. Les chefs traditionnels qu'on voit des réceptions tenir des verres par ici, les tchitchingas à droite, mais il faut s'attendre à ça. C'est que vous dites qu'il n'y a pas... Mais il n'y a pas tellement de rapport avec ce que vous êtes en train de dire. Il y a un rapport, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de respect pour ces chefs. Vous croyez que c'est un chef traditionnel au Ghana qu'on va sortir comme ça? Ne fût que ça soit même un chef de quartier. Vous croyez qu'au Ghana on peut faire des choses comme ça? On ne peut pas le faire. C'est-à-dire que du moment où vous-même, vous n'avez pas un respect pour l'autorité qu'on vous a conférée ou bien l'autorité que vous exercez, il faut vous attendre à ce genre de choses. Vous ne pouvez pas aller maintenant, par exemple, au Burkina ou au Bénin, sortir un chef traditionnel parce que le terrain est litigieux. Même s'il y a un problème au niveau de ce terrain, vu l'autorité qu'incarne cette personne-là, on pouvait quand même avoir le respect pour cette personnalité. On peut pas faire sortir quand même ce chef comme ça. Vous croyez qu'on peut aller sortir, par exemple, un ministre de sa maison parce que le terrain est litigieux? Ça peut se faire ici? Ça ne peut pas se faire. Donc, du moment où le respect que vous avez à Kodjo, il faut avoir le même respect également pour Pacha. C'est comme ça que les choses doivent évoluer. Donc, il est important que eux, chefs traditionnels, ça eux maintenant, de commencer par réfléchir sur l'autorité qu'eux-mêmes ils incarnent. Du moment où vous n'avez pas de respect, mais c'est ça. Heureusement pour lui qu'on ne l'a même pas jeté au Niouf et qu'on l'a mis seulement dehors. Mais il n'a qu'à s'en féliciter pour ça au moins. Sinon on pouvait le mettre au Niouf et puis c'est fini. Il n'a qu'à être heureux, au moins qu'il est en liberté,
et peut-être il peut trouver un endroit où habiter. Des fois, ça devient quand même inquiétant. Non, mais moi je suis parfaitement d'accord 5 sur 5 avec le raisonnement de Jacques, qui trouve aujourd'hui que les chefs traditionnels que j'ai nommés tout à l'heure, garant des us et coutumes, s'il est effectivement chef et gardien des us et coutumes, il saura que le terrain qu'il occupe est un terrain litigieux et que le verdict ou bien l'arrêt qui a été donné, je crois, on a dit en 62 ou bien 72, quelque chose comme ça, était à son désavantage. Et aujourd'hui, comme nous le disons, il serait même dans cette situation-là si lui-même, il s'adonnait un certain nombre de respect. Il a dit tout à l'heure, ça ne peut pas se faire au Ghana, parce que le Ghana, c'est le respect de la tradition. Et ceux qui incarnent cette tradition-là, vous voyez que Jacques est allé un peu loin en disant qu'on ne peut pas le faire à un ministre. C'est vrai, qui peut oser faire ça à un ministre? Mais moi, je me rends compte aujourd'hui, et surtout lorsque vous allez dans les environs de la nouvelle présidence, parce que ce problème foncier se pose également. Quand vous allez vers Kévé, le problème de foncier se pose également. Mais je suis très surpris que les populations victimes que nous avons rencontrées dans ces deux localités, lorsqu'elles vous parlent, lorsqu'elles vous font des confidences, lui il parle de ministre, moi je parle d'officiers de l'armée togolaise qui se sont accaparés les terrains des populations autochtones. Et aujourd'hui, ça pose un problème. Je crois que c'est un précédent dangereux qui, demain, va ouvrir la brèche pour toutes les éventualités. Tout peut arriver. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que il y a 5 ans, le chef de l'État lui-même s'est prononcé sur le problème foncier. Qu'est-ce qui a été fait? J'ouvre une parenthèse. Je sais que c'est vous qui posez les questions, mais pour se lever un certain nombre d'inquiétudes par rapport aux assises qu'il y a eu la dernière fois concernant les fonciers. Qu'est-ce qu'on a arrêté comme conclusion? Quelle a été la période? Encore recommandation au Togo. Vous voyez maintenant. Une recommandation, forcément, à l'issue d'un atelier, il faut avoir forcément des recommandations. Voilà, on a constaté également que ce n'est pas que le Togo, mais le Togo a également des effets de ces problèmes fonciers. C'est au Grand Nord, notamment au Burkina, où 4000 Burkinabés sont actuellement réfugiés au Togo. Il s'agit des communautés Mouba et Yanga, que Jacques connaît très bien. Et à la suite d'un problème, le village, c'est quoi? C'est Kabou, dans la province de Koulpelogo. Ils sont obligés de quitter leur communauté, leur terre, pour se réfugier, notamment dans le Toun et Saint-Cassé. Bon, le Togo a ses problèmes fonciers, le Burkina aussi en a. Vous savez, quand on parle du foncier, ce n'est pas seulement au Togo. Ça, vous avez bien fait de citer l'exemple du Burkina. Mais vous savez, quand vous parlez par exemple de ce qui s'est passé au niveau du Burkina entre ces populations et les populations qui se sont réfugiées à Dapaon, le problème, en fait, c'est un problème des peuples nomades. Vous savez qu'à chaque période, les gens envahissent les champs des gens par rapport aux bœufs et ça crée des problèmes. Et c'est ce qui fait que souvent, vous savez, quand les peuples ils circulent avec leurs bœufs, c'est des gens souvent qui sont armés. Et quand vous les provoquez, nécessairement ils réagissent. Et du moment où ils réagissent, la proportion de la réaction entre ces populations et ces peuples-là, c'est souvent des réactions déplacées. Souvent, on va jusqu'à abattre les bœufs, on va jusqu'à abattre effectivement les peuples qui sont en transit avec ces bœufs, et c'est ça qui a causé effectivement ce problème. Le phénomène de la transhumance, vous savez que c'est un phénomène où les États essaient tout le temps de pouvoir combattre, mais vous savez, c'est un peu difficile, et quand vous prenez même cette transhumance, c'est une transhumance également où il y a encore les gens qui sont là, qui se font des affaires. C'est-à-dire qu'on fait passer les bœufs là par des couloirs, et par rapport à ces couloirs-là, on fait payer les peuples là avant de pouvoir faire passer leurs bœufs. Et ça constitue également un problème. Du moment où les populations qui sont là, c'est-à-dire les autochtones, qui voient ces bœufs passer et qui n'ont pas eu la manne par rapport
à ce couloir de passage de ces bœufs, ça crée encore des problèmes. Et c'est là que vous allez voir les populations qui commencent encore par s'attaquer à ces peuls, s'attaquer également aux bœufs là, et ça crée des problèmes. Donc, c'est pour vous dire que à chaque niveau de cet appareil, à chaque niveau de cette transhumance, il y a également un problème d'argent. C'est un problème d'argent qui se pose. Les gens prennent effectivement des sous avant de pouvoir laisser les bœufs là passer par des couloirs. Donc ce qui s'est passé effectivement, c'était ce problème-là. Et comme les autres n'étaient pas d'accord par rapport à la destruction de leur champ, c'est ça qui a créé ce problème. C'est vrai, le problème foncier, on va le dire. On n'a finalement même pas de le dire au Togo. C'est le chef de l'État même l'a reconnu. On sait que c'est une bombe à retardement dans ce pays. Parce que vous ne pouvez pas imaginer qu'une seule personne qui a su toute l'étendue du territoire, plus de 1000 hectares, une seule personne. Pour en faire quoi? Ah mais c'est ça le problème. Vérifiez, vous allez voir. Donc je crois que je n'ai pas eu les conclusions des assises du foncier. Je ne sais pas ce qui a été dit dans ces conclusions, mais il est important aujourd'hui qu'on puisse libérer les terres, on puisse libérer les hectares. Quand vous prenez le tronçon, par exemple, vous prenez le tronçon à Goué jusqu'à Saint-Cancé, vous allez voir qu'il y a des terres qui sont là, les terres qui ne sont pas cultivées. Mais quand vous posez des questions, vous dites que la terre appartient à tel hectare appartient à tel, le terrain est là, on ne fait rien. Alors que les gens ont besoin de cette terre-là pour pouvoir cultiver. Qui paye ces terrains comme ça? Qui paye ces hectares-là? Vous les connaissez? Mais ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Ceux qui paient ces terrains-là se connaissent. Et quand vous avez la chance de circuler pour aller vers l'intérieur, vous allez voir qu'au niveau de ces terrains, si vous ne trouvez pas, par exemple, les bœufs, au niveau de ces terrains, soit c'est les porcs, soit c'est les poules, soit c'est les pintades que les gens élèvent. Et souvent, certains voient même la pisciculture au niveau de ces terrains-là. Donc, c'est pour vous dire que c'est des gens qui ont des moyens, qui achètent effectivement ces terrains. Mais il est important que, comme je n'ai pas lu les conclusions, mais il est important qu'au niveau de ces conclusions, de ces assises-là, il est important qu'on puisse dire aux populations, surtout ceux qui achètent les terrains, de libérer des parties pour des compatriotes, pour pouvoir se construire. On avait évoqué entre-temps le problème de Covier, ici. Quand vous allez aujourd'hui à Covier, vous ne pouvez plus trouver un terrain à acheter à Covier. Vous touchez ce terrain, on vous dit que c'était pour tel officier. Vous allez de ce côté, on vous dit que c'est pour telle personne. Mais les jeunes, est-ce que, au niveau de Covier, est-ce qu'il n'y a pas des jeunes qui sont allés à l'étranger, qui vont revenir par exemple un jour et construire dans leur pays, dans leur localité plutôt? Il y en a. Mais si ces personnes-là revenaient demain, vous voyez ce que cela peut causer. Donc c'est pour vous dire qui vendent peut-être que... même les pauvres paysans, qu'est-ce que vous voulez? On a su comment s'est-on acquérir les terrains vers Sabado et autres. C'est des gens souvent qui ont souvent des problèmes pour les funérailles. Ils vont voir un baron. Il dit au baron, j'ai tel problème, j'ai des funérailles, mais je n'ai pas de moyens. Le baron dit, bon, je te mets à la disposition 200 000, mais en contrepartie, qu'est-ce que tu me donnes? Donc je te mets à mon terrain en gage. Le moment où le paysan n'arrive pas à payer, lui profite pour faire les papiers. Et finalement, le terrain lui appartient. Et vous voulez quoi? En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut savoir que Jacques connaît davantage. Non, mais Jacques a bien fait de citer un certain nombre de compatriotes togolais qui acquièrent des terrains moyennant ce qu'il vient de dire. Mais moi, à un moment donné, quand il parlait, j'avais pensé qu'il n'avait pas eu une idée de ses personnalités et j'allais lui prêter les mots. Ce sont les hauts perchés, ce sont les gros bonnets, ce sont tous ceux qui ont féodé au pouvoir, ce sont les officiers de l'armée togolaise. Je l'ai dit parce que la zone que j'ai délimitée juste au niveau de la nouvelle présidence, quand vous approchez les populations qui sont victimes de leur expropriation sur ces terrains-là, ils vous diront qu'ils ont affaire aux officiers qui ont pris comme ça les terrains. Mais rappelez-vous, quand vous les approchez également, ils vous donneront tous les papiers qu'il faut. Parce que au moment où ce problème a commencé, où ils ont été invités par les autorités d'alors, on a tranché le problème et on avait donné 50% à l'État et les autochtones ont pris 50%. Et dans les 50% des autochtones, c'est les autorités qui viennent encore en prendre. C'est ça qui avait entre-temps provoqué la colère de ces populations riveraines de la nouvelle présidence. Donc,
il faut le dire. À Guéma-Sorouin. Voilà, justement, à Guéma-Sorouin. Donc, c'est clair, ceux qui s'approprient les terrains, je dirais peut-être illégalement, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Mais c'est ceux-là, justement, qui, normalement, doivent essayer d'aider les populations. Jacques l'a si bien dit. Mais dans certains pays, lorsque la politique de l'habitat et autres sont bien menées, vous ne pouvez pas avoir un terrain au-delà de 10 lots, vous seul. Le Burkina, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Mais qu'est-ce que nous avons commis comme péché dans ce pays-là, et que c'est ceux qui dirigent le pays, ou bien ceux qui leur sont proches, qui ont tout, et la population n'a rien. Et l'autorité suprême est là, elle parle seulement, mais elle n'agit pas. Si le chef de l'État... Non, mais excusez-moi. Si le chef de l'État voulait mettre en pratique tout ce qu'il dit dans ses beaux discours, je crois que le Togo sera véritablement l'or de l'humanité. Mais tant qu'il le dit, il ne le fait pas, ça va toujours continuer. Mais du moment, il n'y a pas une loi qui interdise, par exemple, l'achat de terrain en quantité suffisante. Vous savez qu'il n'est pas interdit au gouvernement de proposer des lois à l'Assemblée nationale. Il n'est pas interdit. Si le gouvernement ou bien les dirigeants togolais prennent à cœur les aspirations, les problèmes, les difficultés que traversent les populations togolaises, moi je ne vois pas pourquoi, pour mettre à l'aise ce peuple, si la loi n'existe pas, qu'on n'en fasse pas. Et que cette loi-là passe devant l'Assemblée nationale, qu'elle soit votée pour qu'elle entre dans le circuit comme loi régissant l'État togolais. C'est parce que, justement, on pense à soi et on oublie les autres. Après, on vous dira que c'est une minorité qui a fait mes basses. Je suppose que cette minorité-là aussi, qui s'approprie impunément ces terrains-là. Et c'est vraiment désolant que nous constatons ça. Voilà, on va rester toujours avec le foncier, et cette fois-ci la location ou le loyer. En temps normal, on voit des gens clandotés, ils ont moins de soucis. Maintenant, c'est la pluie. Il faut forcément avoir un chez Jacques Takouti. Le problème de location ou de loyer au Togo avec des cautions qui coûtent les yeux de la tête, cela revient ces derniers temps-ci. Oui, je crois qu'il est important que le ministre de l'Habitat, je crois que c'est le ministre, c'est nous. Entre-temps, il était question de pouvoir réorganiser également ce secteur, mais on est là, on ne sait pas jusqu'à présent ce qui se passe. Vous savez, aujourd'hui, pour louer dans un quartier ou bien louer une maison aujourd'hui à Lomé, c'est la croix et la bannière. On vous demande des cautions, allant des fois jusqu'à un an de caution. D'autres même vont jusqu'à demander 5 ans de caution. Et c'est ce qui fait que vous allez voir que le Togolais, vu effectivement la hausse des prix des habitations, qu'est-ce que les Togolais font? Vous allez voir par exemple un Togolais qui gagne par exemple 15 000, il fait tout pour s'acheter un terrain avec 15 000. Et il faut voir là où par exemple le Togolais va acheter le terrain. Et on ne calcule même pas la distance que la personne doit parcourir et les risques que la personne là prend avant de venir par exemple à Lomé, travailler et repartir encore là où, pour pouvoir le clandoter là où il a construit. Quand je vois certaines personnes, vraiment ça me fait pitié. Et puis il faut voir même l'état des routes. Il faut voir effectivement l'état des routes. Quand la personne quitte par exemple Lomé, il y en a qui quittent à 16 heures pour pouvoir rentrer chez eux. Ou par exemple pour rentrer, ou par exemple. Mais là où ils ont construit. Et ça prend du temps. Vous connaissez un peu leur résidence là? Oui, je connais. Certains sont allés au-delà de, comment on appelle, Zanguera. Il y en a qui sont au-delà de Zanguera. Certains même vont acheter les terrains jusqu'à Mouépé. Et le matin, ils viennent à Lomé. Il faut voir comment ils viennent même à Lomé pour travailler. Certains, ils squattent les gros camions, souvent qui viennent à Lomé, ils font stop. Ils prennent ces gros camions-là et ils viennent à Lomé. Le soir, il faut quitter 16 heures. Très tôt, marcher un peu, peut-être aller vers le lycée d'Adio Gomé, peut-être encore trouver un camion de sable, faire encore stop et le camion vous dépose. Vous voyez? Donc, avec toutes ces distances-là que les uns et les autres parcourent, on ne refuse pas d'avoir un chèque. Mais il faut également calculer cette distance-là, l'énergie que vous êtes en train de dépenser avant de vous voir venir à Lomé. C'est ça aussi le problème. Si du moment où l'État arrivait à viabiliser par exemple les terrains,
avant qu'on ne puisse les acheter. C'est-à-dire, quand je parle de viabilisation, il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a par exemple les routes. Il n'y a aucun problème. Mais il n'y a pas ça. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas les routes. Donc c'est les populations elles-mêmes qui se débrouillent. Hein, vous allez voir quelqu'un qui est dans un seul coin quelque part là-bas. Et quand vous allez dans ces maisons, souvent c'est difficile de pouvoir s'asseoir. Parce que les gens cohabitent avec les serpents et les scorpions. Parce qu'ils ont construit dans un endroit où c'est les herbes qui entourent les personnes. Je vous dis, quand vous voyez certains dans leurs habitations, ça fait pitié. Mais les gens veulent. Parce que on vous demande une caution d'1 an que vous ne pouvez pas payer. Mais vous êtes obligé, même si c'est une pièce, si c'est dans la bourse, vous êtes obligé de construire. Et quand vous construisez, comme je le disais à l'instant, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Et vous allez voir les gens prendre des bidons pour venir à Lomé, et ils chargent l'eau, et le soir, ils s'en vont. Et c'est vraiment, c'est un peu quand même déplorable. Mais il faut effectivement que le ministère de l'Habitat puisse rencontrer le syndicat de ceux qui sont chargés des loyers pour revoir effectivement cet aspect. Parce que si on ne revoit pas ça, ce sera vraiment un problème pour les Togolais. Il est pensé pas qu'il le tableau est assez sombre. Mais j'ai eu une inquiétude et une interrogation. L'interrogation, c'est qu'est-ce que l'État togolais fait au juste aux populations togolaises de bon? Lorsque nous ressassons toutes ces difficultés que le Togolais a, que le Togolais traverse tous les jours, à un moment donné, il faut se poser la question. Qu'est-ce que les dirigeants ou bien les gouvernants font de bon pour que le Togolais ait un bonheur? Qu'est-ce qu'ils font? Il y a la paix au Togo. Qu'est-ce qu'ils font? On ne mange pas la paix. Mais pour vivre cette paix-là, il faut que j'ai ce qu'il faut, hein, que je sois moi-même. Il faut que je sois l'être là qui, au-dedans de lui, se sent à l'aise. Mais on a comme l'impression que le Togolais est laissé ou abandonné à son triste sort. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, il y a une loi sur ce que vous avez dit là, l'habitat, ou quand vous devez normalement louer quelque part. Et il y a eu une loi qui a été votée pour contrôler tout cela. Mais est-ce que la loi là est appliquée? C'est la grande question. Et au-delà de ça même, l'État a pris sur lui de construire des logements sociaux. Ces logements sociaux-là sont devenus aujourd'hui des éléphants blancs ou bien sont restés dans nos têtes comme des illusions. Parce que ça fait déjà 5 ans que l'État togolais parle de ces logements sociaux. Au moins, si on l'avait comme c'est le cas au Ghana, pour alléger un soit un peu les difficultés des travailleurs au moins, on pourrait comprendre. Mais là, tout ce qui est pris comme décision, en ce sens, tout ça là n'est pas mis en application. Donc, non seulement le Togolais vivote, mais le Togolais fait face à de nombreuses difficultés. Difficulté de se nourrir, difficulté de se vêtir, difficulté de s'abriter. On se pose au finish. Ceux qui ont reçu pour mandat d'offrir aux Togolais la satisfaction de leurs aspirations, sont-ils vraiment à la hauteur de la mission qui leur a été confiée? C'est la grande question. Mais le constat, vous le faites au quotidien, est-ce la faute aux propriétaires de maisons? Non, mais avant qu'il n'y ait les propriétaires de maisons, il y a un État. Jusqu'à preuve du contraire, vous ne me direz pas que le Togo n'est pas une république qui est gérée ou bien qui est dirigée, ou le Togo n'est pas un État où il y a des lois qui ont été élaborées en ce sens. C'est-à-dire que je suis un État, je suis une république. Je ne suis pas une république bananière parce qu'il y a à côté de moi, il y a des lois et ce sont ces lois-là qui font d'ailleurs la cité. Il n'y a pas de lois. Alors qu'est-ce que ces lois disent?
est-ce que ces lois-là, ceux qui en sont les garants, font-ils bien, c'est ce que je dis, garant du respect de ces lois-là, est-ce qu'ils jouent bien leur partition? Les lois sont là. C'est vrai que pour la plupart du temps, il y a certaines lois qui sont iniques, mais une fois que c'est voté, il faut en faire avec. Mais il y en a dans la plupart du temps qui ont été faites comme des toiles d'araignée. Moi, je l'ai toujours dit, qui laissent passer les grosses mousses et qui laissent les petites et qui arrêtent les petites. Mais c'est une loi, il faut l'appliquer d'abord. Elles sont là, mais est-ce qu'on les applique? C'est ça. Jacques Dakouti, de façon beaucoup plus concrète, pour réglementer ce secteur-là, que faut-il faire? Non, c'est ce que je disais à l'instant. Il faut une politique de l'habitat. La politique de l'habitat, c'est quoi? Vous savez, si vous prenez Lomé, vous savez, s'il y avait par exemple les infrastructures, l'eau, l'électricité, ne serait-ce que ça, l'électricité et les routes, vous savez que depuis un certain temps, on n'allait pas faire une distinction entre Tchévier et Lomé. Ouais, dès que vous quittez Lomé, vous croirez par exemple que dès que vous arrivez à Tchévier, vous croirez toujours à Lomé. Mais c'est parce que il n'y a pas souvent ces infrastructures-là qui font que les gens souffrent. Allez-y aujourd'hui par exemple à Tchévier, il y a un problème d'eau qui s'oppose. Tout Tchévier, c'est le seul château d'eau qu'ils ont, hein. C'est un problème. Et vous voyez? Donc, vous allez par exemple vers Zanguera, mais vous allez voir que la plupart des poteaux électriques là-bas, c'est les toiles d'araignée. Les gens se débrouillent, les gens squattent chez les autres. Vous voyez, du moment où il n'y a pas cette politique de pouvoir doter les populations de ces infrastructures, la population sera toujours condensée à Lomé. Et ça va créer des problèmes. C'est pourquoi, même si vous cherchez une pièce à Lomé, c'est difficile de trouver. C'est difficile de trouver une pièce à Lomé. Donc, si on veut vraiment résoudre le problème, il faut désengorger Lomé en amenant, par exemple, l'eau, l'électricité vers Zanguera, après Zanguera même. S'il y a l'électricité, les gens n'auront aucun problème. Quand vous allez encore au fond, vous allez voir des villas bien bâties, mais il n'y a personne. Les gens n'habitent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas les routes. En fait, c'est ça le problème. Donc, s'il y a cette politique-là, ne serait-ce que l'eau. Ne serait-ce que l'eau. Et s'il y a également les routes où les gens peuvent passer pour entrer dans leur maison, ça leur suffit largement. Mais vous savez, les trois besoins vitaux de l'homme, l'eau, l'électricité et les routes, s'il n'y en a pas, c'est un peu compliqué. Je crois qu'il est important que le gouvernement puisse vraiment prendre ce problème-là à bras le corps. Il faut reconnaître que les populations, sur ce côté-là, les populations souffrent. Vous allez voir également, quand vous prenez les maisons dont vous parlez, les maisons à location, dans certaines maisons même, il n'y a pas les structures sanitaires qu'il faut. Les gens font leurs besoins dans les sachets plastiques et ils creusent, ils jettent dedans. Et quand vous passez, vraiment, c'est pas du tout ça. Et dans ça, si on vous dit combien ces personnes déboursent pour payer à la fin du mois, c'est quand même difficile. Les gens louent, mais ils n'ont pas tout. Ils n'ont pas les toilettes, ils n'ont pas du tout certaines choses. Donc, je crois que vous savez, dans le temps, il y avait un service qu'on dénommait les Samasama. Ils se promenaient, les services d'hygiène. Ils se promenaient dans les maisons. Du moment où il n'y a pas certaines choses-là, ils dénoncent. Mais aujourd'hui, tout ça, là, il n'y en a plus. Vous allez voir les populations qui cohabitent avec les tas d'ordures, les populations qui cohabitent avec les égouts, et tout ça, là, c'est vraiment sympa du tout ça. Donc, il est important que le ministère de l'Habitat, je crois qu'il y a une cellule qu'on appelle la cellule de propriété ou quoi, j'ai oublié un peu le nom. Et qu'il faut que cette cellule-là puisse travailler et vraiment satisfaire un peu, ne serait-ce qu'un peu aux besoins effectivement de ces populations-là. Voilà, on va parler des réformes. Peut-être qu'à travers les réformes, beaucoup de choses peuvent changer. 26 mai 2010, 26 mai 2017, vous avez été tous témoins, 7 ans après l'accord historique RPT-UFC, on en est toujours à la case départ. Ildefonse, vous avez fait le constat que cet accord n'a pas beaucoup évolué, fait beaucoup évoluer les choses. Non, moi je voudrais que nous soyons précis dans nos propos.
Je voudrais d'ailleurs que tout ce que j'aurais à dire par rapport à cet accord-là m'engage, parce que d'abord, c'est un accord qui ne m'engage pas, donc ce que j'aurais à dire m'engage. Ceux qui ont eu la prétention, bien l'idée d'aller signer cet accord sont les seuls à savoir pourquoi à un moment donné, ils ont bien voulu quitter leur carcan pour aller s'acoquiner à ceux-là qui aujourd'hui ne pensent qu'à eux-mêmes. Donc, sur un plan purement personnel, je crois que si accord il devait y avoir, je ne suis pas sûr que à sa place, je serais heureux comme M. Gilchrist Olympio. Donc, je suis désolé de le dire, sur aucun plan, je n'ai vu, je n'ai rien vu. Mais le communiqué de l'UFC parle de relance économique aujourd'hui au Togo. Lorsque vous parlez de relance et que vous mettez l'adjectif économique, j'ai bien peur que ceux qui sont de l'UFC, je peux les qualifier de ce qu'ils sont atteints de cécité politique. Mais des forces n'en pas. Il parle de peut-être que c'est des éléments précis. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, l'économie togolaise ne se porte pas bien. Et lorsque vous jetez un coup d'œil sur le dernier rapport du FMI, que je dois avoir quelque part ici, ce rapport a été bien clair sur un certain nombre de points. Alors, le dernier rapport du FMI dit, nouveau rapport du FMI sur l'Afrique subsaharienne. Le Togo se retrouve premier en matière d'endettement dans l'espace UEMOA. Fin de citation. Vous parlez de relance économique. Voilà ce que une institution de Bretton Woods dit. Voilà pourquoi moi je parle de cécité. Ils ne voient pas bien. Ils doivent revoir leur copie. Jacques Dakouti, en 2010, au lendemain de la signature de cet accord, on parlait de dégel politique. Aujourd'hui, quel constat vous faites? Je crois que cet accord, s'il y a un parti qui a bénéficié de cet accord, c'est défunt RPT. Ils ont bénéficié de cet accord. Parce que la crise de confiance qu'il y avait entre l'UFC et le RPT dans le temps, nous avons vu qu'il n'y a plus cette crise-là. Il n'y a plus cette crise. Et cet accord également a profité à certains. Certains dans quel sens? Parce qu'il y a la création de l'ANC, il y a la création de FPD et il y a la création également des démocrates. Donc vous voyez que ce rapport-là a profité. Ça a profité à ces personnes. C'est-à-dire qu'ils ont claqué la porte, ils sont partis, ils ont créé leur parti aujourd'hui. Et cet accord également a permis aujourd'hui à M. Gilchrist Olympio, à chaque manifestation, vous voyez, il est là. On le présente, il est content. Je crois que s'il n'y avait pas cet accord, je ne pense pas que Nana Akufo-Addo allait venir à Lomé et aller chez lui. Donc je crois que c'est une bonne chose. Et cet accord-là a également profité, vous voyez, lors de l'anima de la flamme de l'indépendance, il est là. Et ça a permis également, la fois passée, d'inaugurer ne serait-ce que la mémoire de feu Gilchrist Olympio. Sylvanus Olympio. Et que celui-là est là. Voilà. Donc c'est pour vous dire que ça a quand même profité à M. Gilchrist. Il faut le reconnaître. Je crois que si mon confrère d'Ildefonse dit que lui ne voit pas ce qui... Mais eux, ils ont quand même bénéficié, il faut le reconnaître. Gilchrist, personnellement, lui a bénéficié de cet accord. Et celui qui est plus... ceux qui seront plus heureux de cet accord, c'est le camp RPT. Parce que aujourd'hui, vous voyez qu'il n'y a plus aucun obstacle devant le RPT par rapport à ce qui s'est passé dans le temps. Et il est aujourd'hui à Lomé, il n'est plus inquiété, personne ne le dérange par rapport à la sécurité dans le temps dont on parlait. Bon, il a profité. C'est vrai qu'il y a eu des couacs parce qu'il s'attendait à des nominations de ses proches, à des postes comme ambassadeur, à des postes comme des préfets, les directeurs de société. Cela n'a pas eu lieu, mais je crois qu'il a eu quelques
quelques personnes quand même, le préfet de Palimé, celui de Lavé, celui d'Aného, je crois qu'ils sont de l'UFC. Quand même, pour ces postes-là, il en a bénéficié. Mais je crois que ça a été plutôt un accord profitable à une personne, que ce soit un accord profitable à la population. Et donc, c'est effectivement cette nuance-là que je voulais faire. Alors, Et défense, oui, allez-y. alors je suis parfaitement d'accord avec Jacques sur tout ce qu'il vient de dire, sauf qu'en me posant la question, vous avez dit que quelque part, dans un document ou bien... Ils ont fait un communiqué. Ils ont fait un communiqué, ils ont parlé de relance économique. Et je vais vous dire, toujours me focalisant sur le document du FMI, je vais relever un certain nombre de difficultés ou bien un certain nombre d'incongruités qui ont caractérisé et continuent toujours de caractériser l'économie togolaise que l'UFC dit avoir ensemble avec le RPT ou bien UNI relancé. Quelque part, il est dit sur le plan économique, les investisseurs fuient le pays en masse. Les entreprises ferment leurs portes avec leur lot de chômeurs. Le port autonome de Lomé est désert et pourtant peut même abriter un match de football. Tous les opérateurs... C'est le qui écrit ça? Non. Tous les opérateurs économiques, ça c'est moi qui ai ajouté. Tous les opérateurs économiques ont le moral très bas et attendent une décision courageuse du gouvernement. Vous savez, sur ce point-là, dites-moi sincèrement, si aujourd'hui les opérateurs économiques n'ont pas fui le pays, si aujourd'hui il n'y a pas eu de fermeture de sociétés où nos jeunes frères, nos jeunes sœurs ont été congédiés dans certaines sociétés, est-ce que le port autonome, ce qu'il était par le passé, il est encore aujourd'hui? Ce sont des questions qu'il faut se poser et se demander, l'OTR dont on a tant clamé la potentialité, est-ce que cet office-là est arrivé à mettre la joie au cœur des Togolais? Parce que 3 ans après, celui qui l'incarnait, on l'a jeté par la porte pour dire, et là l'État, à travers le ministre, a reconnu que l'OTR a fait du mal aux populations. Mais quelle est cette économie qui a été relancée en relevant tout ça là? Dites-moi, soyons sérieux. Quelle est cette économie? Ou alors, M. Gilchrist et M. Faure Gnassingbé dirigent un pays dont l'économie a été relancée qu'on ne sait pas. Dites-moi. Voilà pourquoi j'ai mis sur la place publique tous les mots dont souffre l'économie togolaise. En commençant par le port. J'ai été très éberlué d'écouter un député, la dernière fois, qui me disait qu'il y a 4 ans, la CNPT, que nous appelons autrefois l'OTP, n'a versé aucun rond au trésor public. Ça, c'est aussi l'économie. Depuis 4 ans. Depuis 4 ans. La SNPT n'a rien mis au trésor public. Et cet argent-là, ça va où? Parlons économie. Peut-être que l'entreprise a fait faillite. Il faut aussi le dire. C'est mieux que de vouloir nous flatter en disant qu'ils ont relancé l'économie. Vous regardez le micro, les réformes, l'accord avait, disons, sorti de l'accord, l'UFC avait dit que dans 6 mois, tout va être réglé, ce n'est pas réglé 7 ans après. Les députés, l'autre jeudi, ça fait déjà 9 jours, étaient encore en commission de loi pour pouvoir étudier ces réformes. Mais pour la énième fois, ça n'a pas marché. Vous savez, lorsque nous parlons des réformes au Togo, je savais que quelque part, et je l'ai toujours dit, les gens n'ont pas la volonté de faire les réformes, d'ouvrir le pays, de faire en sorte que le pays soit réellement doté d'institutions fortes où tous les fils et filles, quel que soit votre bord politique, vous participiez à son développement. Moi, je le savais. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu d'avoir fait un certain nombre d'années au Bénin, où j'ai eu également cette chance de travailler dans le plus grand groupe de presse, le Matinal. J'ai pu toucher du doigt certaines réalités. Voilà pourquoi je ne manque pas de mots lorsqu'il faut parler ou bien dénoncer la mauvaise attitude des dirigeants togolais. Au Bénin, que vous soyez de l'opposition ou du pouvoir,
tant que vous êtes citoyen béninois, la place qu'il vous faut, on vous l'offrira. J'ai vu dans l'administration béninoise, gouvernants, opposants et autres qui se côtoient. On ne dit pas, tant que tu es du pouvoir, tu n'auras pas de place dans l'administration. Je ne l'ai jamais vu au Bénin. C'est des choses que j'ai vécues qui me faisaient d'ailleurs venir des larmes aux yeux. Parce que je me rends compte que dans mon pays, et ça, le département d'État américain, dans l'une de ses enquêtes, l'a relevé. Tant que vous n'êtes pas du pouvoir, vous n'avez pas place dans l'administration. Je le dis, et je voudrais, et ça c'est un défi que je lance aux autorités togolaises. Ceux qui sont opposants, sont-ils dans l'administration togolaise? C'est lorsque vous serez admis à la retraite que les gens lèvent leur tête pour dire qu'ils sont opposants. Tant que vous serez là, encore en fonction, vous ne pouvez pas le dire. Donc, il faut forcément des réformes. Il faut forcément les réformes, mais ceux qui dirigent le Togo ne veulent pas. J'ai été très malheureux de comprendre que le mot consensus a encore prévalu au Parlement. Mais là où je suis malheureux et que je me pose des questions, c'est que est-ce que ceux pour qui nous votons pour être députés et légiférer les lois à l'Assemblée ont cette capacité? S'ils ont cette capacité, je ne suis pas sûr que lorsque la loi fondamentale fait obligation ou bien donne mission à l'Assemblée nationale et à elle seule de légiférer, de voter des lois et de contrôler l'action gouvernementale, qu'on peut dévoluer cette mission-là à une autre institution ou bien à une autre instance. Ma première remarque ou ma première observation. La deuxième observation, c'est que beaucoup plus vite, oui. Au Parlement, vous ne pouvez pas parler de consensus en aval. Lorsque je suis initiateur, là, je me mets dans la peau d'un député, parce que c'est les députés qui font la proposition de loi et les membres du gouvernement font des projets de loi. Je me mets dans la peau d'un député et ma formation envoie une proposition de loi sur la table du président qui informe après. Mais lorsque vous êtes d'une autre formation politique, peut-être opposée à moi, vous n'êtes pas d'accord sur la proposition que j'ai faite, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale demandent à ce qu'on fasse des amendements. Amendement, c'est aussi dire, je ne suis pas d'accord avec toi, mais voilà, c'est ce que je propose. Mais quand vous faites le dilatoire, ou bien quand vous faites montre de la mauvaise foi, et que vous dites que le consensus doit prévaloir, je vous demanderai de savoir, vous qui faites les lois, vous les faites pour vous aussi, pour être exécutées par vous, respectées par vous, ou bien vous les faites pour être respectées par les autres? Voilà la question. Jacques Takouti, la commission de réflexion sur ces réformes est également en maudit silence. Depuis là, on n'entend plus pratiquement rien. Et on va dire, pour certains, la comédie continue au Parlement. Bon, vous savez, les réformes au Togo sont devenues un serpent de mer. C'est-à-dire qu'on ne sait pas par où attraper la tête du serpent, ni la queue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est quand même un problème. Mais il est important que le sursaut patriotique puisse prévaloir par rapport à ces réformes. C'est vrai qu'à l'Assemblée nationale, il y a une initiation du parti ANC et ADI qui ont déposé une proposition qui faisait son cheminement, finalement qui s'est arrêté. Il y a le HCRUN également qui a organisé un atelier. Avec des recommandations. Il y a également le groupe des intellectuels qui a été nommé par rapport également à ces réformes. Donc c'est pour vous dire que ça fait quand même beaucoup. Donc à un moment donné, il faut un sursaut patriotique. Et que ce soit, parce qu'il faut le reconnaître, que ce soit au niveau de l'opposition et des partis au pouvoir, il y en a qui sont là, qui ne veulent pas que ces réformes-là s'opèrent. Il ne faut pas perdre toujours de vue ces deux aspects. Parce que certains, la situation qui prévaut actuellement les arrange. Donc certains veulent pêcher toujours dans nos troubles. Donc quand c'est comme ça, ça les arrange. Donc il faudrait qu'au niveau de chaque camp, qu'on puisse avoir des patriotes qui se disent que tout ce qui doit se faire
ça se fait dans l'intérêt national. Parce que ce que nous constatons aujourd'hui, les gens, mon confrère Apaki parlait tout à l'heure de si vous n'êtes pas, par exemple, militant, si vous ne militez pas tellement, il y a des postes que vous ne pouvez pas occuper. Quelqu'un nous racontait la fois passée qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un même qui a inventé un mot qui a donné le nom de militantomètre. C'est-à-dire que militantomètre veut dire qu'il faut être tellement militant. C'est un appareil qu'on prend pour mesurer ceux qui sont tellement fidèles. Le degré de militantisme. Voilà, avant qu'on ne te nomme. Donc, vous voyez, donc, cela ne devait pas être comme ça dans l'administration. On prend les compétences. Voilà, si vous êtes compétent, vous non. Mais ce n'est pas parce que vous êtes militant, vos chromosomes même démontrent que vous êtes militant. Donc, je crois qu'il est important que ces choses-là, on puisse vraiment les laisser de côté et valoriser par exemple les compétences. Si vous êtes compétent à un poste, on vous nomme. Vous avez vu comment Macron a formé son gouvernement. C'est vrai qu'il y en a qui l'ont aidé, qui l'ont soutenu. Bon, il a récompensé certains, mais il y a d'autres, il y a des jeunes qui sont venus. Il y en a qui ont souvent 43 ans. Ouais, donc, il faut valoriser effectivement cette jeunesse-là. Mais du moment où on ne veut pas le faire, parce qu'on veut toujours mesurer notre degré par notre attachement par rapport à notre militantisme, je crois que cela ne pourra pas nous aider. Donc, les réformes, c'est une très bonne chose, mais il faut que ces réformes-là se fassent dans un sursaut de patriotisme. C'est-à-dire que des deux côtés, il faut que les gens comprennent qu'il est important que nous puissions aller à ça. Les réformes ne doivent pas se faire au détriment de quelqu'un. Pas du tout. Les réformes se font pour nous tous, pour le bien des Togolais. Que tu sois de l'opposition ou bien que tu sois du parti au pouvoir, les réformes là, c'est nous, c'est à nous les Togolais. Je ne pense pas que les Ghanéens viendront faire les réformes à notre place, ni les Béninois. Mais cela dépendra de nous. Demain, le CAP 2015 organise encore une marche par rapport un meeting à Kondjedji. Par rapport à ces réformes. Je crois c'est vrai de faire la pression. Mais il est important également qu'au côté de cette pression-là, c'est vrai qu'il faut toujours également faire les jeux de couloir. Mais les gens ne veulent pas attendre ça. Mais si vous ne faites pas effectivement ce jeu de couloir, ça serait un peu compliqué. Parce que les partis aujourd'hui, quand vous voyez un peu le sphère politique, les tensions n'étaient plus comme avant. Les gens se parlent, les gens discutent. Donc il est important qu'on puisse utiliser ce couloir-là et que les gens puissent discuter et qu'on puisse trouver vraiment le juste milieu pour ces réformes dans notre pays. Ildefonse Akpaki, le CAP 2015 en meeting demain, on a vu des conducteurs de taxi-moto, je crois en début de semaine, quelque part vers Canal FM. Une radio consoeur de la place pour rédiger des réformes. Je crois que c'est après un débat. Oui. Je crois avoir encore vu des images tout à l'heure circuler avec au milieu Jean-Pierre Fabre quelque part en train de parler des réformes. Est-ce que finalement tout va finir dans la rue? Je voudrais faire une observation par rapport à ce que Jacques vient de dire. Allez-y très rapidement et répondez à ma question. Et puis je vais répondre. Lorsque il était question de mettre en application les termes de l'accord politique global dont sont issues les réformes à opérer, constitutionnelles, institutionnelles, je relève que ça a été le fruit d'un consensus. Et lorsque je me suis amusé à chercher le sens du mot consensus, j'ai trouvé que aujourd'hui le mot est galvaudé. Parce que le consensus, selon Larousse, c'est le processus qui consiste à dégager un accord sans procéder à un vote formel. Et quand le consensus a prévalu et nous a amené à la signature de l'accord politique global, pourquoi encore chercher à négocier le consensus du consensus? Si le consensus n'avait pas prévalu, on n'allait pas mettre noir sur blanc un document au bas duquel X et Y apposeront leur signature. Ça suppose qu'on a discuté, on s'est entendu sur un certain nombre de choses qu'on a mis sur papier et chacun a signé. Le consensus a prévalu. Maintenant, Kessi Bar
l'application de ce Ça consensus-là, l'écrit très rapidement, puisqu'on a jusqu'à 8 minutes pour finir. c'est la mauvaise foi. Les gens dans la rue, C'est on le va finir non, comme je ça. viens. Oui, vous C'est la finissez, mauvaise on a foi. également l'obligation du temps. Les gens dans la rue, juste la petite remarque, est-ce que c'est des Ghanéens ou bien c'est des Togolais? C'est des Togolais, c'est des citoyens togolais qui ont été frustrés depuis le 20 août 2006 où cet accord a été signé. Je me suis amusé à poser la question à un animateur qui m'a invité sur un plateau la dernière fois. Si vous aviez votre enfant qui faisait le CP1 depuis le 20 août 2006 et qu'il est resté dans cette même classe jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous allez réagir? Alors comprenez que ces gens-là qui font ces manifestations en ont ras-le-bol de la mauvaise foi des dirigeants togolais. Juste pour répondre à Jacques, pour lui dire que On va le répondre parce que quand vous dites que l'opposition aussi en a une part de responsabilité, je renvoie juste les gens au 30 juin 2013 où le projet de loi envoyé par un militant de UNI a été rejeté par les députés de UNI. Voilà, ça veut tout dire finalement selon vous. Jacques Dakoti, juste un mot pour finir rapidement, puisqu'on va en week-end. Oui, non, je crois que les réformes, comme je l'ai dit, si les deux parties ne s'entendent pas, je réitère ce que j'ai dit. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est un jeu de cache-cache? Justement, les gens sont là, ils disent rien. Justement, c'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, je vous dis, que ce soit le camp du parti au pouvoir et de l'opposition, il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui se disent, ils savent qu'ils n'ont rien à gagner, ils n'ont rien à perdre, donc la situation demeure comme ça. Mais donc du moment où on ne va pas faire cette prise de conscience assez au niveau de ces deux blocs, les choses n'avanceront pas. Merci beaucoup, Jacques Dakoti, journaliste et analyste politique, et Ildefonse Akwaki, directeur de la publication de la Gazette du Golfe. Le troisième invité, Alirou Tchakala, n'est finalement pas venu. On espère le retrouver très très prochainement. Les spécialistes est bien terminé. Mise en onde de Romaric Freitas. Bon week-end à vous. On se retrouve le lundi à partir de 16h. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.